Bonjour Eric, bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alors je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu votre intervention Eric, il y a quelques semaines maintenant, sur un plateau vendredi soir de géopolitique profonde, sur justement la politique agricole française, la politique agricole commune, la situation mondiale de l'agriculture, de l'alimentation. Madame Genevard expliquait comme un mantra durant l'ouverture samedi du Salon de l'agriculture qu'il fallait se nourrir. On n'en attend pas moins d'un ministre de l'Agriculture. Éric Martin, ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne, donc vous connaissez bien le sujet. Vous avez été ensuite conseiller auprès du directeur général Agri et du directeur général Olaf pour la mise en place justement de cette fameuse PAC, politique agricole commune, et ce avant de rejoindre la communauté européenne. Vous étiez en charge des politiques sanitaires en France auprès du ministère de la Justice et conseiller du ministre de l'Agriculture. Depuis 2010, vous intervenez dans le cadre de missions de conseil auprès de filières et d'industriels sur les thématiques agricoles, agroalimentaires, environnementales. Vous êtes donc le fondateur, et si je ne me trompe, vous m'arrêtez si je me trompe évidemment, président de Strat M, Strat apostrophe EMH, dont nous avons donné déjà les éléments cabalistique entre guillemets, je plaisante, Éric Martin de ce sigle. Alors, vous êtes déjà, je suppose, allé au salon. Quelle est l'ambiance? Il paraît qu'elle est apaisée par rapport à l'année dernière. Ah, c'est une autre ambiance pour 2025, oui. Bien apaisée, beaucoup de dialogue, discussion, beaucoup d'acceptation de reprendre le dialogue d'ailleurs, beaucoup de visites intéressantes. Voilà. On n'a pas la tension qu'on a eue en 2024, qui était légitime, mais qui faisait voilà, qu'on avait un salon un peu tendu. Là, aujourd'hui, il y a une tension normale parce que le monde agricole souffre, mais voilà, on n'est pas dans la revendication, on est dans la construction, chercher des solutions. Voilà, c'est un salon beaucoup plus apaisé qu'un dernier. Et donc, Emmanuel Macron était présent, comme le sont les chefs d'État. C'est un moment obligé. Je crois que l'un des premiers à avoir systématiquement été présent, parce qu'il en était une star, c'était Jacques Chirac. Tous les suivants l'ont imité. Ça date même peut-être de François Mitterrand. Mais je pense que c'est vraiment... Alors c'était la PAC, on va dire, la politique gaulliste. C'était cette idée que l'agriculture devait avoir l'aide de l'État. Et c'était une façon d'ailleurs de nous vendre l'Union européenne, enfin plutôt à l'époque les communautés économiques européennes, que de dire ça sert à l'agriculture. Donc c'était d'ailleurs, je crois, le seul secteur où nous étions, par rapport à l'Union européenne, excédentaires, au sens où nous donnions moins que nous recevions. C'était bien le seul domaine. Oui, absolument. Donc il y a eu la PAC qui a été... voulue par l'Europe à l'issue de la guerre, donc sur un traité, pour faire en sorte que l'Europe développe son agriculture pour nourrir l'après-guerre. C'était un peu l'idée quand même qui était sous-jacente. Et du coup, on a créé un système financier pour aider l'agriculture. Et la France était un des grands bénéficiaires de cette PAC, avec d'autres États membres. Mais voilà, on a un système aujourd'hui qui est en fait de financer une agriculture afin de nourrir nos concitoyens. Donc ça, c'est la PAC, et avec des directives européennes de plus en plus contraignantes, et avec une France qui surtranspose ces directives communautaires de façon très, très forte, et qui fait que du coup, les agriculteurs, tous les ans, ou tous les ans, quasiment, doivent renouveler leur mécanisme de production au vu et sans vue et sans grande sécurité, pour produire dans un monde aujourd'hui un peu en tension. Et voilà, donc aujourd'hui, eux, ils font leurs efforts. Je pense que quand on regarde les différentes filières en France,
la plus grande filière qui a fait ses propres révolutions, c'est l'agriculture. On a eu une autre filière qui a fait sa grande révolution, c'est l'acier, dans les années 70-80. Et l'agriculture, tous les 5-6 ans, doit faire sa révolution. Et ils sont encore là. On peut que les encourager et les soutenir, ces femmes et ces hommes de la filière agricole française, mais c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices et puis des politiques globales européennes qui, me semble-t-il, ne vont plus vraiment dans le sens de la souveraineté et du développement, mais au contraire d'un sacrifice général, entre autres au travers ce pacte vert. Hein, et d'ailleurs, les agriculteurs n'en peuvent plus parce que c'est ce qui est en train de tuer totalement notre agriculture, cette espèce de normes généralisées sur la menace dite existentielle. On a 2 menaces existentielles aujourd'hui en Europe, à écouter nos dirigeants, la Russie et le réchauffement climatique de nature anthropique. Sauf que, bon, résultat, on a des poulets à l'eau de Javel qui nous viennent d'Ukraine, et puis, je pense qu'en termes de normes, pour moi, j'aimerais savoir, Éric Martin, vous qui êtes un conseiller, est-ce qu'on peut s'en sortir avec les normes actuelles? Est-ce que l'agriculture française peut s'en sortir? Déjà, je pense qu'avant de s'en sortir, il faut arrêter de continuer à faire des directives et de normaliser. Parce que je pense qu'à un moment, on doit faire s'arrêter voilà, et faire un état des lieux. Parce qu'aujourd'hui, en l'état, produire des fruits, des légumes ou faire un élevage, ça relève quand même d'un certain courage, d'une certaine volonté. Et quand je rencontre nos amis agriculteurs et agricultrices au salon et de toute l'année, moi, à chaque fois, je suis émerveillé par leurs efforts et par d'être toujours présents, d'être toujours debout. C'est une France debout, l'agriculture. C'est pas une France, et c'est une France qui se lève tôt et qui se couche tard. Se lève tôt, se couche tard et sans revenu. Donc, vous voyez un peu la problématique. Alors, en France, donc on a évidemment une volonté de virtualiser, de rendre verte un Green Deal de l'agriculture, mais on a aussi une Assemblée nationale et des gouvernements successifs qui veulent encore rendre plus vert que vert. Du coup, on se retrouve dans des situations un peu compliquées et on oublie l'essence même de l'agriculture qui est de nourrir les hommes et les femmes et les animaux sur un territoire. C'est comme l'essence même de l'agriculture. Et on a des directives sans consultation qui sont imposées dans un schéma de mondialisation, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur ce schéma de mondialisation, et on a l'Europe qui signe des grands accords avec le Mercosur, avec le Canada, et que du coup, on ne consulte pas l'amont, pour prendre un terme très agricole, l'amont, donc la partie productive de notre agriculture, et on impose, jusqu'à quand on va imposer. Aujourd'hui, on avait 800 000 agriculteurs dans les années 1970. Aujourd'hui, ils sont 300 000. Et jusqu'où on veut aller? Est-ce qu'on veut faire des fermes ukrainiennes en France? Je ne crois pas. Est-ce qu'on veut manger français? Je le pense. Manger qualitatif? Je le pense. Mais à quel coût et à quel sacrifice les agriculteurs doivent continuer? Alors, on va y revenir sur le Mercosur, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous donner, Éric Martin, quelque anecdote? Il fut un temps, certains hommes politiques avaient des succès de salle lors des meetings, lorsqu'ils énonçaient quelques normes particulièrement grotesques et ridicules. Je pense entre autres à Philippe de Villiers et à Charles Pasqua, sur des normes absolument grotesques. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on continue à persécuter certaines filières? Est-ce que, par exemple, est-ce que la politique agricole commune, elle est bonne et les normes européennes sont bonnes, par exemple, pour la filière viticole française, par exemple? Non, mais la politique agricole commune est plutôt un bon sens, parce qu'aujourd'hui, produire coûte cher. Donc, voilà, faut pas confondre, si vous voulez, la PAC, la politique agricole commune, et les déviances de la PAC. La PAC en elle-même, fondamentalement, c'est plutôt bien. C'est comme le CECA. Heureusement qu'on a eu ces outils pour faire évoluer, pour avancer notre agriculture et produire. Après, voilà, il y a des délires assez fous qui arrivent sur le bien-être animal, sur l'utilisation des produits phyto, sur les normisations qualitatives dans la production. Par exemple, aujourd'hui,
produire un beurre ou un vin de terroir, de pays, ben c'est comme si on allait monter une industrie agroalimentaire Nestlé localement. On a une pression normative extrêmement forte et le producteur, avant de produire, doit investir beaucoup d'argent pour avoir un atelier de production qui correspond à la norme européenne ou aux normes du manière générale. Donc, on a perdu ce bon sens paysan depuis très longtemps par la normalisation. Et du coup, je trouve qu'on arrive à lisser le produit sur les étals des marchés. On arrive, qu'on avait il y a 30, 40, 50 ans, on pouvait trouver des petits produits sympathiques lorsqu'on voyageait en France, lorsqu'on était en vacances, même chez nous, lorsqu'on est tous des ruraux de naissance. On connaissait tous une ferme qui faisait une viande, un petit vin, un petit fromage, un petit beurre, etc. etc. Aujourd'hui, on a lissé ces produits en voulant les mettre par le haut et qui ont été captés par les grands groupes financiers et par les grands groupes de coopératives. Mais est-ce que c'est possible de recevoir des subventions et à côté de ça, ne pas subir les normes? Alors moi, je suis un partisan de la conditionnalité. C'est-à-dire que moi, parce que je pense qu'il ne faut pas mettre dans la tête des gens que la subvention est un revenu pour les agriculteurs. Et je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de beaucoup de personnes qui imaginent que la subvention est un revenu. Non, la subvention est une compensation à la production parce qu'on doit être compétitif et on doit pouvoir garantir un revenu minimum chez nos agriculteurs et pouvoir aider les filières à être compétitives en Europe. C'est vraiment pas un revenu. Alors effectivement, si on enlève la subvention de production, qu'importe laquelle, nos agriculteurs n'auraient pas de revenus. Alors, on déguise un peu ça comme ça, mais je trouve que c'est un vrai faux débat. La subvention est là pour produire avec un certain mode de production et on doit la garantir et à mon avis, c'est un vrai précaré. Ensuite, l'agriculteur, lui, demande d'être récompensé de son travail. Il ne demande pas une subvention, il demande à ce que le produit qu'il produit, végétal, animal, liquide, n'importe, soit payé à son juste prix et que lui puisse vivre décemment. Il n'y a pas de raison, et on peut tous être d'accord, qu'un agriculteur n'ait pas un revenu décent et qu'il n'a pas un week-end de temps en temps et que le soir, il peut être un peu tranquille et et proposer à ses enfants des vacances. Je veux dire, il est normal, dans le monde où on est, que les agriculteurs aient une vie normale. Oui. Mais alors, est-ce qu'on peut réellement espérer concurrencer sans barrières douanières? C'est le retour des barrières douanières qui vient des États-Unis. Est-ce que finalement, les barrières douanières, c'est quand même pas le meilleur moyen, au-delà des parce que finalement, on a donné des subventions parce que l'idéologie du libre commerce européen est de dire on lève les barrières douanières. Donc, on va donner des subventions pour essayer d'aider à la concurrence. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revenir tout simplement à une logique de protection par des barrières en disant nous voulons, on s'en fout, on n'a pas à obéir, à sacrifier un dogme. Nous voulons une agriculture. Monsieur Éric Martin nous dit, vous voulez on veut retrouver cette ferme là qui fait un peu de beurre, un peu de vin, un peu d'élevage, eh ben on s'en fout. Donc on reprend notre souveraineté et puis c'est tout. Parce qu'après tout, ces subventions qu'on reçoit, quand on voit globalement ce que l'on donne à l'Europe par rapport à ce qu'on reçoit, on pourrait se les faire nous-mêmes, les subventions, mais en tout cas mettre des barrières douanières pour protéger. Il faut qu'on protège notre agriculture, non? Oui, il faut qu'on protège notre agriculture, mais c'est un intérêt collectif. Il n'y a pas de raison de nous imposer des directives ou des réglementations qui ne sont pas les mêmes sur les pays tiers, donc là où on importe des produits, de la viande ou des fruits et légumes, qui n'ont pas les mêmes pressions environnementales ou de pressions réglementaires. Donc là, il faut mettre des barrières. Mais je pense qu'il faut être très, très clair par rapport à ça. On doit mettre une barrière douanière et sanitaire des produits qui rentrent sur le marché européen. Voilà. Et il ne s'agit pas d'enlever ça par le petit doigt. Il s'agit vraiment d'avoir une position très, très claire par rapport à ça. Et voilà, aujourd'hui, on finance une agriculture qui a du mal
à nourrir les Européens et les Français. Et pour contrer ça, on autorise de l'importation. Enfin, maintenant, ça va, quoi. On doit fermer notre marché alimentaire. La ferme France est compétitive. La ferme France sait nous nourrir. Et on doit valoriser le produit français, la consommation française, avec ses propres turpitudes, mais ses propres savoir-faire. Nous sommes comme un des pays les plus ingénieux sur le savoir-faire agricole. Hein. Je veux dire qu'on a fait comme des révolutions extrêmement importantes. Je prends des exemples très clairs. Aujourd'hui, on sait produire un vin, on sait produire des fruits et légumes avec une pression environnementale extrêmement faible. Et parce qu'on sait bien que le consommateur aujourd'hui est demandeur d'un produit de qualité, en usant moins de produits phyto ou paraphyto. Enfin, voilà, ils savent le faire. Mais simplement, tous les efforts qu'eux, ils font, ces hommes et ces femmes de la filière, ils sont mis à bas parce qu'à côté, on va importer des produits du Maroc, on va apporter des produits du Brésil, on va apporter des produits américains qui n'ont pas les mêmes normes et les mêmes principes de production. Donc, il y a un non-sens quelque part. On presse notre amont et on libère l'importation sans zéro droit de douane et sans zéro taxe sanitaire. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.